Bienvenue dans les carnets de l'intelligence artificielle, un podcast de la Cité de l'IA soutenu par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, engagée auprès de ceux qui façonnent dès aujourd'hui l'entrepreneuriat de demain. Ensemble, explorons comment l'IA peut transformer vos entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives. Il faut savoir que la data science est un métier où il y a le mot science à l'intérieur, et qui dit science dit expérimentation. Oui. Et pour faire ces expérimentations, on a besoin de temps, on a besoin de faire plusieurs itérations. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Alexandre Varembourg, qui est data scientist indépendant. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci de m'accueillir ici. On se connaît depuis un petit moment puisqu'on a eu l'occasion de collaborer sur différents projets, et je me suis dit que ce serait vraiment très intéressant de t'entendre expliquer à nos auditeurs finalement ce que c'est que le métier de data scientist, en quoi consiste ton quotidien, ce que tu fais de tes journées, etc. Donc peut-être si tu peux commencer par te présenter et puis après on va attaquer cette thématique. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandre Varembourg. Je suis data scientist indépendant depuis peu maintenant. J'ai à peu près 7 ans d'expérience dans ce domaine. Donc, je suis diplômé de l'Université de Lille. J'ai fait des études d'économie en premier lieu. Puis, j'ai bifurqué vers un master. Bon, bifurqué, c'était plutôt une suite naturelle, mais vers un master d'économétrie. D'accord. Donc, l'économétrie, c'est un champ un peu moins connu, malgré tout, qui est du coup la quantification des phénomènes économiques par le biais de la modélisation. Donc ça rejoint un petit peu nos sujets un peu plus récents de machine learning, d'IA, etc. Mais c'est ce qui se faisait avant que ça soit un peu plus mainstream. D'accord, donc c'est comme ça que tu es rentré un peu dans la data science et dans les données. Et ensuite, j'imagine, tu as eu l'occasion en entreprise ou ailleurs de commencer à faire tes premiers pas de data scientist après ces études. Oui, bien sûr. J'ai eu l'occasion de faire une petite passe chez Cofidis lors d'un stage pendant mon master, où j'ai travaillé plutôt sur des sujets clients, sur de la pression commerciale, etc. Et ensuite, je suis rentré directement à Auchan International en alternance, puis en CDI, où là, j'ai beaucoup plus travaillé sur des sujets de prévision, des prévisions de produits en promotion, de prévision de chiffre d'affaires, prévision de la demande des produits, etc. Alors, je pense que nos auditeurs comprennent l'importance de faire des prévisions pour piloter une activité comme celle de la grande distribution, mais peut-être que tu pourrais expliquer justement, en fait, c'est quoi en fait le métier de data scientist ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Quels sont les outils que tu utilises ? Enfin, un peu démystifier ce métier. Oui, bien sûr. Donc mon métier de data scientist, il est assez varié et il dépend pas mal du stade auquel le projet est. Donc si on part vraiment du démarrage du projet, il y a toute une phase de recueil du besoin. Le besoin qui est émis souvent par le métier, donc ça peut être des contrôleurs de gestion, ça peut être des opérationnels, des personnes qui passent les commandes pour les magasins, les commandes de produits évidemment, aux fournisseurs, etc. Et ces personnes-là vont avoir un besoin d'automatiser une partie de leur process. Souvent, ce process c'est fait soit avec des outils SaaS ou alors fait à la main, ce qui arrive assez souvent, donc via des fichiers Excel, j'appelle ça les demandes planeurs ou les leaders offres. En tout cas, c'était le terme qu'on employait à Auchan pour parler des personnes qui passaient les commandes et cherchaient à comprendre un peu la dynamique des ventes de certains produits ou de certains magasins pour estimer les ventes futures. Ouais. Sauf que ce process était un peu fastidieux et à l'échelle d'Auchan, par exemple, qui a énormément de produits est vraiment une tâche titanesque et ne prend pas en compte toute la pluralité des phénomènes économiques qui peuvent impacter les ventes. D'accord. Alors sur cette partie recueil du besoin, en fait, une question qui peut se poser, c'est finalement comment c'est plus un dialogue finalement qu'une simple écoute, puisque le data scientist, il a connaissance de ce que la technologie peut permettre de faire, que le métier ne connaît pas forcément. Et donc j'imagine il y a un équilibre à trouver entre le besoin métier et puis l'apport en fait de la data science. Comment tu gères ça ? Évidemment par beaucoup d'échanges et
par la bonne compréhension de ce que l'utilisateur veut par le biais de cet algorithme. Donc c'est vraiment un échange constant de comment la personne, par exemple, qui passe les commandes va procéder et quels sont vraiment ses points clés dans l'estimation. Est-ce que elle a besoin de prendre en compte tel événement, quels sont les événements commerciaux qui sont vraiment importants dans ce processus et quel est évidemment le livrable qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle souhaite vraiment bien définir le cadre? Est-ce qu'elle souhaite avoir des prévisions de manière journalière, de manière hebdomadaire, au niveau produit, au niveau magasin? Est-ce qu'il faut décliner ça par quart d'heure, par heure? C'est tout un cadrage autour de la problématique qu'il faut évidemment orienter parce que les métiers vont pousser un peu leur vision des choses. C'est-à-dire qu'eux, ils vont avoir certaines habitudes. Ils vont avoir l'habitude de faire, par exemple, des prévisions au niveau produit national et descendre ça au magasin avec des poids parce que historiquement, eux n'ont pas la latitude de faire ça pour chaque magasin, ils n'ont pas assez, comme la tâche est assez conséquente, ils vont procéder de cette manière-là et du coup ils vont pas nous imposer mais nous suggérer de faire de la même manière. Ils restent très je dirais orientés par les méthodes précédentes qui étaient finalement cadrées par la technologie, un peu comme avant on avait des leviers de vitesse dans les voitures et on n'a pas besoin de ça dans une voiture électrique. Exactement. Donc évidemment il faut s'adapter à la possibilité de la techno. Bien sûr. Et c'est toi qui leur apporte finalement ce regard et cette innovation. C'est ça, on précise évidemment ce qui est possible de faire et pourquoi on pourrait aller beaucoup plus loin et beaucoup mieux en leur précisant que évidemment cette manière de faire était très bien à une époque selon les verrous technologiques et les difficultés que ces personnes pouvaient rencontrer. Mais maintenant, il est possible de faire beaucoup mieux en prenant des niveaux beaucoup plus fins, avec beaucoup plus de puissance, avec beaucoup plus de variables externes, de pouvoir intégrer des facteurs événements explicatifs. Exactement. La météo, évidemment, qui est souvent la tarte à la crème, les variations de prix, etc. Oui. Mais du coup, une fois que tu as bien défini le besoin avec l'utilisateur final, qu'est-ce que tu fais ensuite? C'est quoi ton job? Alors ensuite, dès que le besoin est bien défini, évidemment, il faut de la donnée parce qu'il n'y a pas de science sans data. Et de ce fait-là, il va falloir travailler avec les différentes équipes, notamment les data engineers, beaucoup plus récemment les analytics engineers, tous ces corps de métier-là qui font en sorte que la donnée est exposée, est accessible et de bonne qualité pour pouvoir l'exploiter. Donc, il va falloir trouver quelles sont les données dont nous avons besoin, où sont-elles, dans quelle table, est-elle de très bonne qualité, est-elle de qualité moyenne, et pouvoir récolter tous ces éléments afin de créer une table qui permette à nous, data scientists, de pour ainsi dire, construire une table d'apprentissage, parce qu'il y a un processus d'apprentissage dans la construction de ces algorithmes. Si je résume, en fait, c'est une fois qu'on a bien défini le besoin avec le métier, on va faire le tour de toutes les personnes qui sont responsables des données pour aller faire un peu son marché sur les données dont on a besoin en prenant celles qui sont de qualité et on les agglomère toutes dans un grand fichier qui va servir après pour travailler, tester des algorithmes, là en l'occurrence des algorithmes de prévision. Oui, c'est ça. Dans l'idée, c'est exactement ça. L'idée, c'est de bien identifier la donnée dont on a besoin et dans quelle mesure on peut l'utiliser. D'accord. Et donc, une fois qu'on a toutes ces données et que maintenant, il faut se mettre au boulot, alors comment travaille un data scientist? Alors, en termes d'outils, alors ça dépend de où on travaille évidemment, mais de manière générale, j'aurais tendance à dire que dans des grands groupes comme Auchan, on est plutôt sur des outils de type cloud. Donc, on va travailler Google, avec Google, Microsoft ou OVH ou d'autres peut-être. Exactement. Ça sera ce genre d'outil où on va pouvoir requêter la donnée et on va travailler avec des outils de programmation tels que Python ou du PySpark, des choses comme ça, avec des clusters avant d'avoir la puissance de calcul nécessaire pour pouvoir faire des calculs complexes et des algorithmes d'apprentissage. Donc il y a un côté langage et librairie finalement mathématiques à travers Python, et puis aussi il y a des architectures de serveurs informatiques, etc., qui permettent de faire les calculs par rapport à un grand volume de données. J'imagine que c'était le cas chez Auchan. Exactement. Oui. D'accord, très bien. Et donc ça, c'est un travail qui se fait en collaboration avec le métier ou plutôt dans son coin, entre guillemets? Comment ça se passe l'interaction pendant cette phase-là? Alors, ça dépend de à quel type de données on a accès. Moi, historiquement, j'ai eu des cas où j'avais une donnée d'exposition bien formatée, préparée. Et dans ce cas-là, le métier n'est pas vraiment nécessaire dans le recueil de la donnée parce que
Prenons le cas de la prévision des ventes, c'est une donnée de ticket. La donnée promo est d'un côté, la donnée ticket est de l'autre, la donnée magasin est propre, il n'y a pas de question d'interprétation. Il n'y a pas, des données, voilà, c'est assez simple, c'est assez bien exposé et c'est assez compréhensible. On n'a pas besoin vraiment de faire des allers-retours. Par contre, il y a des fois où il y a des spécificités métiers qui font que la problématique est un peu plus dure à comprendre. On a besoin de faire des allers-retours. Je pense notamment, par exemple, au textile, où on va avoir des choses un peu plus complexes avec des coloris, des tailles, etc. Des renouvellements de gamme tous les 6 mois qui font que, par exemple, dans la donnée, on va avoir des réutilisations de code. Il va y avoir le code qui va changer tous les 6 mois. Ça sera toujours le même produit, mais il n'y aura pas le même numéro. Voilà, il n'y aura pas le même numéro. Et ça nous embête en tant que data scientist parce qu'on a une rupture d'historique tous les 6 mois. D'accord. Et il va falloir de ce fait rattacher l'ancien code au nouveau code. Et ça, c'est un sujet beaucoup plus complexe parce que cette connaissance est souvent mal stockée ou en tout cas pas très bien formatée et elle est plutôt côté métier. Donc il va falloir recueillir cette donnée-là. Très bien, merci pour ces premières explications. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Alexandre. Je me demandais pourquoi on avait besoin de data scientist pour choisir un modèle pour faire des prévisions, par exemple. Pourquoi ça aussi, c'est pas automatisé ? Pourquoi on a besoin d'un data scientist pour développer nos modèles? Je pense que là où le data scientist est important, c'est dans la bonne compréhension de la problématique et le fait de traduire cette compréhension métier du problème en un algorithme pertinent. Et pour faire cela, on va avoir besoin d'inclure des outils mathématiques dans ce travail de la donnée. C'est-à-dire que on ne va pas forcément prendre la donnée telle quelle, la mettre dans un modèle tout fait et on va en sortir des chiffres. Il y aura toute une partie de nettoyage de la donnée, de travail de la donnée qui se font via des outils mathématiques, notamment des outils par exemple où on va normaliser la donnée. Pourquoi on va normaliser cette donnée? On va lui donner des valeurs qui soient à peu près comprises entre deux bornes. C'est ça, qui sont dans la même échelle. Exactement. Et là où la préparation des données est importante, c'est notamment par exemple dans la prise en compte de variables qui ne sont pas numériques. Par exemple le jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, ou bleu, rouge, vert, si c'est des couleurs. Exactement, oui, exactement. Pour encoder la saisonnalité, pour encoder, comme tu le dis, le jour de la semaine, ou même pour rajouter par exemple des attributs à nos produits, la marque, le coloris, le format, etc. C'est toutes des choses qu'on ne peut pas donner à un algorithme. Un algorithme est simplement une fonction mathématique et cette fonction mathématique ne prend que des chiffres en entrée. On peut pas lui dire, voilà, ça c'est du bleu, tu sais ce que c'est le bleu et tu vas faire quelque chose avec par rapport au rouge, il y aura une différence. Et pour travailler ce type de données, on va devoir appliquer des fonctions mathématiques à ces données, c'est-à-dire en fait les transformer par exemple en variables binaires, 0 ou 1, en faire des fonctions qui sont dépendantes par exemple des ventes, ce qu'on pourrait appeler dans notre jargon du target encoding, etc. Ou même beaucoup plus récemment des techniques d'embedding dont on entend parler un petit peu plus avec les LLM, mais qui ont toujours été existantes dans nos pratiques. Dans tous les cas, l'idée reste de représenter numériquement des variables qui ne le sont pas. Et ce genre de travail de la donnée font partie de nos métiers pour pouvoir bien modéliser la problématique. On pourrait peut-être se dire naïvement finalement que des prévisions, c'est un peu toujours la même chose. Les variables, les jours de la semaine, il y en a dans tous les pays, etc. Pourquoi on n'utilise pas toujours le même algorithme et pourquoi il y a toujours besoin d'un data scientist pour travailler dessus? Alors, c'est une très bonne question parce que déjà, toutes les problématiques de prévision ne sont pas les mêmes. Il est évidemment beaucoup plus compliqué de prévoir des produits intermittents qui se vendent très peu le long de l'année avec des grandes périodes de creux, parfois des pics parce qu'il y a des promotions ou des événements, que de prévoir, par exemple, le chiffre d'affaires d'un magasin qui est une série temporelle beaucoup plus stable, beaucoup plus lisse avec une saisonnalité assez marquée, une tendance parfois assez marquée également. Ce genre de série temporelle, par exemple, va se prêter beaucoup plus à certains algos qui sont justement linéaires ou des algos vraiment type de série temporelle comme on pourrait en avoir en économétrie, des algos qu'on pourrait appeler ARMA, etc., qui sont des algos qui modélisent très bien ce genre de problématiques, qui prennent en compte l'autorégressivité de récurrence. C'est ça, qui prennent la récurrence des valeurs en compte, etc.
Et mais par exemple, ce genre d'algorithme n'est pas forcément approprié au cas d'usage que j'ai présenté juste avant, qui sont les séries intermittentes, des produits qui se vendent très peu. On pourrait rêver d'avoir un espèce d'équivalent de ChatGPT de la prévision, un prédicteur universel, et on constate que ça n'existe pas aujourd'hui. Alors justement, suite à cette montée en puissance des modèles foundational, comme ils appellent ça, il y a justement beaucoup d'initiatives, notamment dans les grandes structures type Amazon, Salesforce, etc., où on essaye de développer des modèles universels de time series qui sont vraiment agnostiques aux datasets sur lesquels on travaille et qui ont été entraînés sur des millions, voire des milliards de time series. Mais ça reste encore, on va dire, au début. Ça reste vraiment au début. Ce sont les premiers travaux et ce n'est pas encore au même niveau de performance que des algorithmes vraiment custom. Comme tu fais au quotidien. Exactement, oui. C'est probablement parce que dans le langage, il y a en fait, avec la grammaire et le sens, beaucoup plus de structure qu'il n'y en a dans les séries temporelles qui peuvent avoir n'importe quelle forme et donc l'espace des possibles est beaucoup plus grand. Oui, bien sûr. Ça nous amène du coup à notre deuxième question. Vous avez un message. Quelles sont les solutions idéales qu'une entreprise pourrait donner à un data scientist pour qu'il soit au maximum de ses capacités ? Bon, déjà avant tout d'avoir une donnée accessible et de bonne qualité, ça c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le plus important. Également avoir accès au métier pour pouvoir avancer et bien comprendre la problématique, mais également il y a une autre chose qui est assez importante, c'est d'avoir assez de temps et de latitude pour pouvoir itérer. Il faut savoir que la data science est un métier où il y a le mot science à l'intérieur et qui dit science dit expérimentation. Oui. Et pour faire ces expérimentations, on a besoin de temps, on a besoin de faire plusieurs itérations parce qu'il y a énormément de modèles possibles et utilisables. Il y a énormément de fonctions mathématiques qui peuvent nous permettre de préparer nos données de manière différente et une même problématique peut être modélisée de différentes façons. Pour donner ne serait-ce qu'un exemple, on peut très bien faire une prévision de la demande d'un produit au niveau le plus fin, au niveau du produit, mais on pourrait également le faire de manière hiérarchique, par exemple au niveau de la famille et refaire descendre la problématique au produit avec un calcul de poids assez simple, par exemple une proportion dans l'historique, etc. Oui, d'accord. Et on pourrait également le faire au niveau temporel, on va se dire qu'on va modéliser au mois puis descendre à la semaine. Enfin, il y a énormément de possibilités de le faire, en plus de beaucoup d'algo à tester, en plus de beaucoup de manières de travailler la donnée différemment. Le champ des possibles est potentiellement infini. C'est ça. Et donc, pour bien se diriger, on va dire, dans ce champ des possibles, évidemment, il faut la connaissance, il faut la donnée et il faut du temps. Il n'y a pas de secret par rapport à ça, même si on a la connaissance de savoir ce qui marche le mieux, ce qui serait potentiellement le mieux. Évidemment, ça reste un métier d'expérimentation et on a besoin d'itérer pour vraiment trouver la meilleure solution. D'accord, donc ce qui fait finalement la valeur ajoutée au final d'un data scientist, c'est l'expérience qu'il peut avoir acquise sur un certain sujet, et ça il la gagne en ayant la possibilité d'itérer et de recommencer différents tests jusqu'à comprendre et trouver des bonnes solutions. Oui, c'est ça exactement. Oui. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup Alexandre Varembourg d'avoir partagé avec nos auditeurs ton quotidien en fait de data scientist. J'espère que ça a permis à tous de mieux comprendre ce métier dont on parle souvent ici, mais sur lequel on n'avait pas forcément fait un zoom. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aller consulter notre site internet www.iahdf.org. À très bientôt.